Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast de Hockey sur demande sur les ondes d'Être-Chemin Télé, édition du 11 mai 2026. Toujours en compagnie de mon bon ami Stéphane Grenier. Salut Stéphane, comment ça va? Salut Max, ça va super bien vous autres? Ben écoute, ça va super bien ici en Beauce également. Aujourd'hui, le sujet, en fait, le gros du sujet du podcast, si vous avez suivi lors des dernières semaines, on s'amusait à faire des tours d'horizon sur les équipes qui avaient été éliminées des séries, qui n'ont pas fait les séries en fait. Ensuite, on a fait un tour d'horizon des équipes qui ont été éliminées prématurément en série. Là, on parle pas d'Edmonton, mais de Ottawa et de LA. Ben, aujourd'hui, on continue le tour d'horizon, Stéphane. On va passer à travers toutes les équipes. Et là, cette fois-ci, il y a 6 équipes à discuter pour ce charmant podcast. 6 équipes qui se sont fait pointer la porte de sortie. D'autres, on s'y attendait quand même pas mal. D'autres, un peu moins. Ouais. Donc, on va évidemment faire le tour là, de tout ça. Écoute, Stéphane, je te donne du pouvoir aujourd'hui. On commence. T'as pas vu ça venir, hein? C'était pas prévu. Ça. Hey, C'était c'est pas pas dans le scripté. script. Dès que tu vois la question que je te pose, tu vas te dire ah, c'est juste ça le pouvoir. L'Est ou l'Ouest qu'on commence, Stéphane? Comment ça dans l'Est? Parce qu'on est dans l'Est. On va commencer ça dans l'Est. On va revenir évidemment sur la série là, qui probablement qui a été la meilleure série dans l'Est, ou du moins top 2 facile. Là, Ouais. et qui s'est rendue, en fait, la seule série qui s'est rendue à la limite des 7 matchs, soit celle entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay. Canadien qui a finalement réussi un petit miracle dans le match numéro 7 parce que c'était pas un match qui va passer à l'histoire. Ah ben ouais, non. Mais on a eu droit à 2 buts quand même relativement chanceux. Là, on se comptera pas de menterie. Là, je veux dire, le premier but de Nick Suzuki, un tir de la bleue qui dévie sur le bâton de Suzuki, mais qui va frapper ensuite la jambière du défenseur du Lightning. La rondelle qui s'en allait même pas dans le filet. Et ensuite, elle va battre le Vasilevski à sa gauche. Et le deuxième but, à qui donner la faute? Je pense que du côté de Vasilevski, on a mal couvert notre angle. On n'a pas collé en fait le poteau suffisamment. Et Newhook, tel qu'un joueur de baseball, va frapper cette rondelle-là au vol. Et ça va frapper Vasilevski. Ça va terminer sa course dans le fond du filet. Et ça s'est avéré être le but gagnant. Juste avant qu'on parle du Lightning à proprement dit, Stéphane, on a peut-être un petit peu quelques commentaires sur cette série-là. Est-ce que tu es d'accord, premièrement, avec moi, avec mon énoncé de départ, que c'est la meilleure série? Du moins dans l'Est. Là. Écoute, on peut peut-être avoir des débats pour l'Ouest, là, mais je pense que dans l'Est, non seulement ça a été 7 matchs, mais ça a été des matchs serrés, 3 prolongations. Écoute, il n'y a pas eu de blowout, là, si vous me permettez l'expression anglaise. Il n'y a pas eu de débandade là, au niveau du pointage. Ça a brassé entre les sifflets, ça s'est poussaillé un petit peu. Fait que, est-ce qu'on peut mettre l'étampe sur cette 100%. série-là comme meilleure série dans l'Est, du moins? 100%. Puis 4 matchs en prolongation, pas un match avec plus qu'un but de différence. Il y a eu, je pense, 126 minutes qui étaient à égalité. Je pense que Tampa Bay a amené l'avance pendant seulement une vingtaine de minutes dans toute la série. Écoute, ça a été une série pour les fans, je pense. Là, c'est un bon match là, qu'on avait vu en 2021 lors de la COVID. Là. Malheureusement, les Lightning nous avaient battus en finale, mais je pense que le Canadien en avait long à dire sur cette série-là. Puis même si le Canadien a été chanceux, je pense, de gagner le dernier match, on s'est fait un petit peu voler le match au match numéro 6 aussi du Canadien avec la marque d'1-0. Là. Vasilevski avait été incroyable dans le match numéro 6 à Montréal le 1er mai. Donc, tu sais, honnêtement, je pense que c'est une série qui était le fun à regarder. Je pense que tout le monde a aimé ça. Tout la piqué sur Ben qui criait chez eux sur son podcast. Ça, c'était en live, c'était vraiment le fun. Donc, non, c'est un match, je pense que c'est un match-up et une série qui était vraiment entièrement disputée. On a eu le droit à un peu de tout. Et félicitations Canadiens. Écoute, comme on dit, peut-être pas la meilleure rencontre comme la 7e rencontre, mais on sort de Canada avec la victoire. Fait que tant mieux pour les Canadiens. Écoute, on n'a pas le choix de se tourner évidemment du côté du Lightning et Tampa Bay parce que c'est l'équipe qui a été éliminée de cette série-là. Et là, du côté de Tampa Bay, c'est quand même une 4e défaite de suite en première ronde des séries. On avait perdu en 2022-2023 contre les Maple Leafs en 6 matchs. On s'est fait pointer la porte de sortie par les Panthers les 2 années suivantes et les 2 en 5. Et là, cette fois-ci, il faut dire que c'est quand même les gagnants de la Coupe, donc c'est un petit peu moins gênant, mais quand même en 5, c'est quand même tôt, là, surtout avec la formation qu'on a. Et là, évidemment, en 7 là, contre le Canadien. Est-ce qu'on est en train d'assister... je sais pas si déclin, c'est un peu fort comme mot, mais parce que, tu sais, Tampa Bay en saison régulière, ils sont tout le temps là. Écoute, on
on a des bonnes saisons. On a eu des saisons de 98 points 2 fois. Là, évidemment, je reviens sur ces 4 années-là. Ouais. Les 2 premières années, en 2022, 2023 et 2023, 2024, on a eu 98 points. On a eu 102 points lors de la saison 2024-2025 et là, 106 cette année. Fait que, tu sais, c'est pas un déclin de la saison régulière, mais on n'a plus cette profondeur-là qu'on avait dans le temps en séries éliminatoires. Je pense que c'est ça qui fait mal. Évidemment, le fait qu'on n'ait pas eu Victor Hedman dans l'alignement, ça n'a pas aidé non plus. Mais à la défense, on peut dire que du côté du Canadien, on n'a pas eu Noah Dobson non plus pendant la majorité de la série. On l'a juste eu dans le match numéro 7, en fait, puis il n'est même pas à 100% non plus. Fait que tu sais, à quel point que c'est vraiment une excuse, entre guillemets. Je pense que le Lightning était dans le coup quand même. Tu l'as dit, là, tous les matchs sont terminés par la marge de 1 but pratiquement. Fait que c'est une question de pile ou face rendu là. Je pense pas qu'on peut mettre... Oui, avoir Hedman, ça aurait aidé, mais je pense quand même que Tampa Bay aurait pu battre le Canadien aussi sans Hedman. 100%. Puis, tu sais, ça a été, comme je te dis, on a chacun de notre côté, je pense, usé d'un peu de chance dans ces rencontres-là. Puis, tu sais, on a appris, je pense, à haïr certains personnages. Tu sais, Cooper, avec ses belles paroles. Mais Cooper, je t'arrête 30 secondes, puisque tu t'en vas sur ce sujet-là. Puis là, tu ne m'aimeras pas parce que je sais que tu n'aimes pas particulièrement le Lightning à Tampa Bay, mais moi, je trouve que John Cooper, c'est pas une mauvaise personne dans le sens que c'est une très bonne tête de hockey. Tu l'écoutes dans ses points de presse. Puis, même match 7, il aurait pu chialer sur tout. Puis il a juste dit, sais-tu quoi? Les dieux du hockey, on a décidé autrement. C'est le même qui ont décidé ça. Puis on a perdu, puis c'est tout. Puis ça, je respecte beaucoup ça. Mais t'as un petit codé fendant un petit peu. Là. Évidemment, là, après le match numéro 6, là, quelques bons été aux partisans, là, il en reste une à gagner. Là, puis là, il y a plein de memes qui sortent de ça. Là. On le voit qu'il y a un sac de golf. Il en manquait une pour gagner. Puis là, le monde se sont gâtés sur Internet. Mais au-delà de cette arrogance-là, qu'on ne voit pas quand même si souvent que ça, honnêtement, c'est un coach que je jouerais pour, là, John Cooper. Il a l'air d'avoir vraiment une belle tête de hockey. Puis, tu sais, ses propos sont réfléchis. Il ne va pas dans la facilité de mettre le blâme, exemple, sur les arbitres ou tout ça. Écoute, fait que, je trouve ça rafraîchissant. Mais effectivement, là, son petit one more. Il y a une mimique, il y a un non-verbal qui peut déranger. Puis c'est ce que j'aime avec John Cooper. Puis, tu sais, c'est pas négatif ce que je voulais dire sur John Cooper. Je trouve que c'était de bonne guerre, mais c'est un gars qui est réfléchi. C'est un gars super intelligent. Puis, tu sais, je pense que le jour que les Lightning vont décider de le laisser partir, il y a un directeur général qui va congédier. Il va y avoir une file d'attente, Stéphane. Oui, mais il va y avoir quelqu'un qui va être congédié dans l'immédiat pour avoir John Cooper. Là, c'est sûr et certain. Donc, un peu comme on a fait avec les Islanders et Patrick Roy puis Peter DeBoer. Exact, sauf que là, c'est un agent libre de autre taille. Peut-être pas Peter DeBoer, c'est peut-être pas l'agent libre à la Cooper, mais en tout cas... fait que non, j'ai aimé ça, cette série-là. Je pense qu'on avait. Ça a été le fun. Là. Nous autres, c'était le Ladies Night. C'est la soirée des dames au travail, vu qu'on l'écoutait là. Puis tout le monde criait en regardant scorer. Donc, c'était vraiment le fun. Bon, maintenant, on n'a pas tant répondu à la question. Finalement, on a un peu dévié. Mais est-ce que c'est le début un peu du déclin? On va le dire comme ça, du Lightning. Est-ce qu'on s'attend à ce que cette équipe-là, tôt ou tard, là, se mette à glisser vers le bas? Parce que là, on regarde présentement la situation du Lightning. Pour les joueurs qui n'ont pas de contrat, c'est rien de majeur. On a Bjorkstrand, là, qui est un joueur plus de 2-3e trio. Le Lightning plus 3e trio que 2e trio. Là, mais dans une équipe moins nantie, peut-être plus top 6 quand même. On a le bon vieux Corey Perry qui n'a pas de contrat. On a Mitchell Chaffee et Scott Sabourin. Mais tu sais, le noyau est encore là. Kucherov est signé encore un an. Braden Point, qui n'a pas eu de grosse série d'ailleurs, est signé là encore là. Jake Gensel qui est encore signé. Braden Eagle, lui, qui a été de loin le meilleur joueur du côté de Tampa Bay. Anthony Cirelli est encore là. Nick Paul aussi. Yannick Gould qui est signé à long terme aussi. Fait que tu sais, côté noyau, on retient pas mal tout le monde. Mais là, c'est sûr que le noyau commence à vieillir. Kucherov, 32 ans. Point, 30 ans. Gensel, 31. Eagle qui a 27, ça c'est quand même bon. Cirelli, 28. Nick Paul, 31. Yannick Gourde, oui, on va le dire en bon québécois, on va le dire comme il faut. 34, trop habitué d'écouter le hockey à CBC, malheureusement. 34 ans. Fait que tu sais, le noyau est encore là, Stéphane, mais il commence à vieillir, le noyau. Là. Dès qu'on est dans la trentaine, là, on est toujours proche de pas la saison de trop, mais la saison qui fait en sorte que t'en repères un petit peu plus. Oui, puis on l'a vu dans la série contre le Canadien. Je pense que le noyau de cette équipe-là était vieillissant, puis devient de plus en plus vieillissant. Puis, tu sais, rien enlevé à Braden Point. Devait être blessé parce qu'il a connu vraiment une série atroce du côté de Braden Point. Nikita Kucherov a eu un non-verbal complètement hors norme. Les yeux dans les airs, soupirait, arrivé au banc en chialant.
Puis honnêtement, un que j'ai bien aimé, c'est Goncalves. Il a quand même une bonne série quand même du côté de Lightning Tampa Bay. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va faire pour Kucherov. Il reste un année de contrat à 9,5 millions. Oui, c'est un joueur de 120, 130, 140 points par année, mais c'est difficile en séries éliminatoires. C'est pas un gars de match numéro 7. D'ailleurs, aucun point, c'est 7 derniers matchs numéro 7. Et là, j'ai l'impression que le noyau est bon, mais un que je vais surveiller vraiment. Évidemment, le contrat de Ryan McDonough va descendre à 4,1 l'année prochaine. Ça, c'est un intéressant. Puis JJ Moser va montrer à 6,7. Fait que c'est un plus, un moins, puis un plus. Mais c'est Darren Radish. Donc, Darren Radish qui n'a pas de contrat l'année prochaine, gagnait seulement 975 millions, 975 000. Honnêtement, ça risque d'être lui qui va faire sortir la banque. Et là, les rumeurs de transactions, je te dis, Max, c'est partout sur la toile. Il y a plusieurs équipes qui vont vraiment aller chercher. Toronto serait une équipe vraiment agressive pour aller chercher un gars comme Radish. Donc, j'ai hâte de voir. Et dans les buts, Vasilevski a été vraiment surutilisé dans les dernières années. J'ai hâte de voir avec la blessure cette saison comment ça va aller. Mais on n'a pas de relève du tout du côté du Lightning Tampa Bay. Écoute, on a tellement dépensé de capital de repêchage puis d'espoir pour aller. Le gros joueur qui s'en vient, mais qui est déjà là, mais qui n'a pas un gros rôle présentement, c'est Connor Geeky, qui est un choix presque top 10 qu'on a acquis là, du côté de Utah dans la transaction de Sergachev. Mais sinon, tu regardes les espoirs, Sam O'Reilly qui est un choix de fin première ronde. Est-ce que c'est vraiment un gars qui va avoir un impact important? On ne le sait pas. En défensive, c'est très mince. Puis devant le filet, c'est quand même très mince. Fait que, on est un peu victime de nos succès dans les dernières années. Écoute, on a tellement eu de gros parcours en série. On a dépensé beaucoup de choix de première ronde et d'espoir pour amener des gars là, à gauche et à droite. Fait que là, je pense que, on regarde en défensive, encore une fois, on ne perd pas de morceaux. En fait, il y a Radish. C'est le gros dossier, mais sinon, pour le reste, tout le monde est signé. Puis devant le filet, ben, on a encore le même duo. Là. Fait que, tu sais. Mais t'as Edman qui n'a pas joué non plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Edman? À 35 ans, lui aussi a vu beaucoup de hockey les dernières années, sans le couper Max. Puis, Vasilevski a l'air d'un gars de 39 ans, mais il a juste 31 ans. Il semble très fatigué. Ça a été difficile dans les séries contre le Canadien. Je pense que peut-être que ces années en arrière ne sont pas en arrière. J'espère qu'il va rebondir. Mais du côté du Lightning, je pense qu'il nous reste peut-être 2 ans avant vraiment de voir qu'est-ce qu'on va faire là, avec cette équipe-là. Moi, je pense que la signature de Kucherov à long terme ne se fera pas. Je pense qu'à 34 ans, Kucherov ne sera pas bon comme il est là pour les 5-6 prochaines années. Donc, du côté de Julien Brisebois, mon préféré, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va jongler comme ballon ou comme balle, mais j'ai l'impression qu'avec les choix de première ronde qu'on a inexistants jusqu'en 2028, ça va être difficile. À moins qu'on ait une valeur marchande avec Radish, mais il faut le signer avant le 1er juillet, sinon on le perd. Donc, honnêtement, j'ai hâte de voir. Selon Internet, Radish pourrait gagner 4 ans pour 5,3 millions. Moi, je pense que ça va être bien plus que ça. Là. Je pense qu'on va aller chercher bien plus que ça du côté de Radish avec une saison exceptionnelle cette année. Ben, en fait, c'est ça l'affaire. Est-ce que du côté du Lightning, est-ce qu'on va vouloir s'engager à long terme avec Radish? 30 ans. Il y a eu une grosse saison. Puis, il ne faut pas oublier que, justement, tu l'as dit, Edman n'a pas joué beaucoup cette année. Fait que, il a un peu profité de ça. Et là, si Edman revient au jeu, est-ce qu'il va être aussi productif? J'ose croire qu'on va lui laisser le premier avantage numérique, j'espère, là, parce que, écoute, sans rien enlever à Edman, là, du côté de Radish, on a vraiment, là, c'est un peu le pain et le beurre là, du côté de Radish. J'ai pas été voir ses statistiques, là, ses points à 5 contre 5 versus en avantage numérique, mais il me semble que quand je regardais les sommaires des matchs, souvent les buts en avantage numérique que Kucherov faisait, Radish avait une passe, ou vice-versa, quand Radish avait un but, ben Kucherov avait une passe, mais ces deux-là marchaient quand même pas mal là, à 5 contre 4. Honnêtement, je ne sais pas quoi passer du Lightning. Je pense qu'ils vont être encore compétitifs, mais le fait que la division Atlantique est rendue extrêmement forte, écoute, on ne pourra pas se permettre de. Tu sais, Lightning a souvent eu des départs plus laborieux. C'est sûr qu'il y a eu des longs parcours en série, fait que des fois, la nouvelle saison, on avait de la misère un peu à reprendre le dessus. Puis là, tu sais, c'était quand même pas si pire parce qu'on avait Montréal qui était pas bon, on avait Détroit qui était pas bon, on avait Buffalo qui était pas bon. Tu sais, c'était pas mal juste eux, Toronto puis Floride, c'est savoir maintenant dans quel ordre les mettre. Mais là, à ce temps que Buffalo est compétitif, Montréal est compétitif, même Ottawa qui a quasiment frôlé le 100 points. Détroit qui vont vouloir essayer de revenir en force encore une fois. Toronto, on ne sait pas ce que ça va faire. Floride qui vont avoir Barkov et Ketchuk à temps plein, parce qu'on se rappelle que les deux ont manqué beaucoup de temps l'année dernière.
va falloir qu'on se lève de bonne heure du côté du Lightning si on veut demeurer compétitif. Là. Ah, ça reste une division qui est très, très, très difficile. Puis on le sait, là, l'Atlantique va rester une division qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile les prochaines années. C'est le fun à voir, mais en même temps, comme tu dis, je pense c'est quoi? Il y avait 100 points à Ottawa ou proche. C'est 98, je pense. 98, on a failli pas faire les séries. Là, donc, c'est assez exceptionnel du côté de l'Atlantique. Fait que verdict, Stéphane, qu'est-ce qu'on s'attend du côté du Lightning la saison prochaine? Est-ce que. Moi, je pense qu'on va garder cet alignement-là. On va essayer de re-signer les joueurs possibles, mais je pense que c'est vraiment on va attaquer le contrat de Kucherov le 1er juillet. J'ai hâte de voir. Moi, je pense que Radish, on ne voudra peut-être pas le signer à 6, 7, 8 millions comme son agent va essayer d'avoir pour peut-être 4, 5 ans. J'espère juste qu'on n'ira pas avec une décision stupide sur 7, 8 ans. Là. En fait, ça peut pas être 8 ans, mais sur 7 ans. Du côté de Julien Brisebois, je pense qu'il est assez intelligent pour ne pas faire ça. Mais une chance que le cap salarial va augmenter du côté du Lightning. Donc déjà qu'on est déjà à 98 millions présentement. Je pense pas que ça va diminuer avec les contrats qu'ils deviennent avoir. Ben écoute, moi, de mon côté, je devais y aller avec un verdict. Moi, je pense que Tampa va être encore compétitif l'année prochaine, mais le top 3 de la division Atlantique n'est plus autant garanti qu'il l'était dans le passé. Je pense que là, il y a plusieurs équipes qui sont arrivées et écoute, on pourrait peut-être rater les séries, mais je ne penserais pas, honnêtement, surtout si on réussit à garder Radish, puis si on peut compter sur le retour de Hedman, même s'il est rendu à 35 ans, c'est quand même un pilier là, à la ligne bleue. Je pense qu'on va trouver le moyen de se hisser en série, mais ça pourrait très bien être via les équipes repêchées l'année prochaine, Stéphane. Je pense pas que le top 3 est garanti de l'Atlantique. Non, effectivement. On demeure toujours dans l'Est. On parlait de ceux qui ont été éliminés par les prochains adversaires du Canadien, soit les Bruins de Boston qui ont subi la défaite là, contre les Sabres de Buffalo en 6 rencontres, victoire de 4-2. Du côté des Bruins, ben écoute, c'est tout le temps, Stéphane, on a tout le temps la même discussion année après année. C'est-tu là que les Bruins vont casser? Puis à chaque fois, la réponse est non. C'est-tu là qu'ils vont casser, Stéphane? Je sais plus. Là. Honnêtement, je sais plus quoi penser des Bruins encore. On est dans la même division que Tampa Bay, fait que ça reste une division difficile. On a réussi à faire des séries, je pense. Honnêtement, moi, c'était une surprise. Là. On connaît quand même une bonne saison. On a du bon repêchage au prochain qui s'en vient. Là. On a 2 choix de première ronde cette année, 2 choix de première ronde l'année prochaine. Donc, ça peut toujours aider. Oui, il y a un top 5 protégé du côté de Toronto, là, parce que c'est l'échange de Toronto, mais ça reste qu'on a de l'espace. Pastrnak est incroyable, on l'a à long terme. Lindholm a été quand même bon cette année aussi, mais là, c'est surtout on a eu l'ascension de certains joueurs là, qui nous ont amenés cette année vers une autre destination du côté des Bruins. Puis Swayman est revenu en forme, je pense. Swayman va vraiment être l'artisan pour les prochaines années, qui signe jusqu'en 2031-2032. Je pense que le noyau de cette équipe-là va toujours nous surprendre. Je pense que c'est une équipe qui est toujours un petit peu dans le no man's land, là, comme tu t'amuses à le penser, Max, mais je pense qu'on fait les séries à chaque année. J'ai pas l'impression qu'on va être loin de là encore l'année prochaine. Ça se peut qu'on manque les séries parce que vraiment l'Atlantique est difficile, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui va être quand même bonne. Là. Morgan Geekie a connu une bonne saison. Middlestad va être resté l'année prochaine. La seule grosse signature qu'on a, c'est Victor Edvardson, qui n'est pas, selon moi, une grosse signature. Sinon, en défensive, là, c'est Andrew Pickey et Jordan Harris. Oh, Jordan Harris. On va se retrouver avec un contrat de Ligue américaine l'année prochaine. Donc, tu sais, on est quand même en bonne position du côté des Bruins, mais je pense que c'est l'année prochaine va être une saison un peu pivot vers 2027-2028, où ce que là, on a vraiment beaucoup de contrats à re-signer. C'est va vraiment être là l'équipe l'année pivot. Il va falloir que le directeur général de Don Sweeney soit bon dans le prochain repêchage, puis qu'il ne fasse pas comme l'année qu'il y a eu les 3 choix de repêchage, puis qu'il n'y a personne qui a fait Ligue nationale ou presque. Là, donc, Mais la bonne nouvelle du côté des Bruins, c'est qu'il y a quand même du 109 qui s'en vient. Là, James Higgins, là, qui a un choix top 10, là, qui a intégré l'équipe là, en fin de saison. Donc, on n'a pas une grosse ligne de centre. Là, je ne veux rien enlever à Geekie, mais pas plus tard jusqu'à l'an passé, il y a 2 ans, c'était pas un gars qui était étiqueté top 6 vraiment. Puis là, il a trouvé sa niche, tant mieux. Zaka, même chose aussi. Mais James Higgins, c'est vraiment un joueur de talent qui joue au centre. Donc, ça va aider la ligne de centre du côté des Bruins. Mais sinon, il y a Minton aussi, qui est un jeune joueur qui a quand même bien fait sa saison recrue. Donc, on a quand même, contrairement au Lightning, on n'a peut-être pas la même profondeur que le Lightning actuellement, mais au moins, on a du 109 qui s'en vient. Sinon, on a Poitras aussi qui avait connu des bons débuts, mais là, on l'a descendu en bas finalement là, dans la Ligue américaine. C'est une bonne idée. Mais écoute, c'est un autre joueur qu'il ne faut pas oublier non plus, qui pourrait là, cogner à la porte l'an prochain. Sinon, il y a toujours le dossier Fabien Diesel, là, qui il est productif dans la Ligue américaine, mais on ne donne jamais vraiment la chance là, dans la LNH.
ou on n'est pas convaincu de qu'est-ce qu'on voit, là, malgré les points. Là, ça se peut très bien aussi. Là, je veux dire, André Costin récoltait des points à Montréal, mais on sait tous que c'était pas le gars que tu pouvais vraiment compter dessus, honnêtement. Fait que, j'ai hâte de voir là, comment on va aligner tout ça. Mais au moins, il y a quand même un peu une prochaine vague qui s'en vient, même si c'est pas une grosse vague là, de talent, mais il y a quand même des joueurs qui s'en viennent. Fait que il y a ça d'encourageant. Maintenant, est-ce qu'on va être en mesure de, ça va être ça pas mal la thématique, là, qui va sortir un peu là, au-dessus de la mêlée dans la division Atlantique, parce qu'écoute, il y a 5 équipes facilement qui peuvent compétitionner pour les 3 premiers spots. Là. Ouais, puis tu sais, ce qui est le fun avec les Browns, c'est qu'en ayant potentiellement, je sais pas si on va signer Arvidsson cet été, mais c'est notre plus vieux joueur. Donc, Arvidsson qui a 33 ans, on est quand même une jeune équipe du côté des Browns. Donc, comme si on a du 109 qui arrive, on a une jeune brigade défensive, des jeunes quand même à l'attaque avec de bons vétérans. Donc, tu sais, les Browns, c'est toujours une équipe un peu énigmatique, mais qui fonctionne. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, on va avoir une bonne été, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être plus de profondeur qui s'en vient, puis plus d'aide du côté des Browns. Fait que, verdict, Stéphane, est-ce qu'on est encore dans le mix l'année prochaine pour emprunter la fameuse expression là, du Canadien? On est dans le mix, mais ça se peut qu'on manque les séries. Je serais pas surpris qu'on les manque, mais en même temps, je serais pas surpris qu'ils les fassent non plus. Parce qu'il y a toujours, comme j'ai dit, le Joker dans tout ça, c'est les Panthers de la Floride. Je veux dire, les Panthers ont encore une équipe de champions. Là. C'est juste que l'année passée, on a tellement eu de blessures que ça a fait mal, évidemment. Mais moi, à Tampa, je les vois top 4 dans la division. Puis c'est qui va écoper? Probablement les Sénateurs d'Ottawa, c'est la réponse. Mais ça pourrait très bien être les Bruins aussi, là, qui n'étaient pas si loin que ça des Sens. Là. Également. Donc, dossier à suivre, mais écoute, cette division-là va être quelque chose pendant plusieurs années, honnêtement. Là. Vraiment. Ça va être impressionnant. Vraiment. On va lâcher l'Atlantique 30 secondes. Ben, en fait, plus que 30 secondes, là, mais parce qu'on n'en parlera plus. Là, présentement, on a vraiment fait la portion Atlantique. On va aller dans la métropolitaine, Stéphane. Et ça a été ma surprise, la première ronde dans l'Est. Je ne pensais pas que les Flyers allaient réussir à battre les Penguins de Pittsburgh. Eh bien, ils l'ont quand même fait en 6. Et là, Stéphane, c'est une autre équipe qu'on se demande année après année, qu'est-ce qu'on fait chez les Pingouins? Est-ce qu'on liquide Crosby? Est-ce qu'on liquide Le Temps? Est-ce qu'on liquide Malkin? Là, Malkin, on a étiré l'élastique, en fait, là, parce que là, il est ton joueur autonome sans compensation. Fait que si on le perd, ça va être pour rien. À moins qu'on l'échange pour les droits là, un peu avant le 1er juillet, comme on a fait un peu avec Marner. On a fait une transaction et signature par la suite. Mais... Les Hurricanes ont gagné, excusez. Oh, ça s'est terminé justement par les Flyers tantôt dans l'autre podcast. Ouais. Et bien, la balloune a été dégonflée. Mais qu'est-ce qu'on fait, Steph, du côté des Pingouins? Parce que c'est encore la même poutine. Là. On a une année de plus de Crosby. On a une année de plus de Le Temps au compteur. On a une année de plus de Carlson. C'est tout. C'est tout. Regarde, ce qui était signé. Willie Malkin finit cette année. Kevin Hayes finit cette année. Anthony Mantha finit cette année. Shinakov finit cette année. Akeri finit cette année. DeWar finit cette année. Clifton en défensive, Shea aussi, puis ça, Elias Solovkov, là, qui est peut-être pas un gros facteur. Et on a Stuart Skinner et Arthur Silov qui sont pas restés non plus. La seule là-dedans qui devait avoir une offre qualificative, les deux seuls, c'est Shinakov et Silov. Mais on n'a pas vraiment d'assets pour aller chercher de plus. On a nos choix de repêchage pour une première fois. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé du côté des Pingouins. Mais on va faire quoi? Est-ce qu'on re-signe Evgeny Malkin avec un même contrat à 6 millions? Moi, je pense que c'est une bonne idée pour une autre année, peut-être. Le temps que Crosby finisse son contrat de 8,7 millions là, pour 2 ans. Mais honnêtement, c'est la surprise, moi, je pense, dans l'Est des séries, c'est les Pingouins. Puis je serais vraiment pas surpris que l'année prochaine, tout tombe. Je ne crois pas que Kyle Dubas va y aller avec un dernier désespoir comme les Pingouins font depuis 3-4 ans, malheureusement. Puis j'ai hâte de voir si vraiment la Ligue américaine va pouvoir pousser en haut. T'sais, on a Wayne Pickering qui n'a jamais réussi à le faire en bas, qu'on a de la misère à faire monter. Est-ce que là, Peyton Kettles va réussir à le faire dans les prochaines années? Il va y avoir de la place, je pense, dans cette organisation-là pour les jeunes. Est-ce que Ruther McGroarty, enfin, va vouloir démarrer la saison puis rester là? Ça, c'est encore un point d'interrogation. On avait plein de joueurs, je pense, qui étaient pressentis du côté des Pingouins, puis on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne. Pourtant, on n'a pas l'équipe la plus profonde au monde. Non, vraiment pas. Donc, on a eu des blessures en plus durant la saison. Là. Il y avait la chance là, de faire une place. Là. Exactement. Tu sais, des gars comme Vilko Lvinen n'a pas monté non plus. Tu sais, c'est tous des gars qu'on pensait peut-être voir un peu jouer. Ben, on n'a pas monté ces personnes-là pantoute. Donc, tu sais, il y a Bill Zonon aussi, là, on l'oublie, mais Bill Zonon devrait être là aussi dans les prochains camps d'entraînement. Lui connaît quand même une bonne
qui connaît connaît une bonne saison dans la Ligue majeure du Québec. Donc, écoute, ça va être drôle à voir ce qui va se passer du côté des Penguins de Pittsburgh dans les prochaines saisons cet été. J'ai hâte de voir si Carl Dubas va être. Moi, je pense qu'il va être actif. Je pense qu'on va vouloir profiter encore quand même de la dernière année de Crosby. Mais écoute, il commence à se faire tard pour ce noyau très vieillissant, même si les deux font encore des points. Je pense que les années sont comptées du côté des Pingouins. Et pour ceux qui pensaient voir Crosby dans une autre organisation, moi, je pense pas que ça va arriver. Je pense que Crosby et Malkin et le temps vont finir ça à Pittsburgh. Et merci, bonsoir. Donc, je pense qu'on va essayer une autre saison. Mais j'ai l'impression qu'on va tomber à court l'année prochaine. Où la métropolitaine est peut-être moins forte. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des équipes qui vont vouloir pousser plus que les Pingouins pour les prochaines années. Je pense qu'on est un petit peu il manque un an avant de vraiment aller en construction plus importante du côté des Pingouins. Ben écoute, du côté des Pingouins, c'est pas compliqué. Il faut finir top 3. Parce que ça va être encore cette année, je pense, comme cette année, je pense que les deux équipes repêchées, ça va être l'Atlantique. L'année prochaine, cette division-là est trop forte. La bonne nouvelle pour eux, c'est comme tu as mentionné, la métropolitaine n'est pas très forte. Là. Non. Les Rangers qui vont entamer un semi-reset, si on veut. Un deuxième en 3 ans. Un deuxième. Les Islanders, est-ce que Peter DeBoer va faire des miracles? On verra bien. Le changement de coach n'a vraiment pas porté ses fruits là, à la fin de la saison. Les Caps, qu'est-ce qu'on fait avec les Caps? Il y a du talent qui s'en vient. Il y a Protas, entre autres, là, le frère d'Alexis qui devrait monter. Cole Hudson qui monte aussi. Est-ce que ça va donner un peu un vent de fraîcheur et permettre justement aux Caps de retrouver le droit chemin? Je pense que ça peut aider, évidemment. Mais sinon, les Blue Jackets, c'est les Blue Jackets. On dirait qu'à chaque année, on pense que ça va être l'année qu'ils vont finalement là, passer au prochain niveau, mais il y a tout à des choses qui circulent, que des rumeurs de transactions et tout ça. Puis New Jersey, ça, c'est une autre équipe qui va nulle part. C'est cinématique encore, là, je veux dire, avec le talent dans cette équipe-là, puis ils sont pas capables de monter. Fait que, si on réussit à faire des bons coups, peut-être en saison morte, si on fait peut-être une signature ou deux, ou une transaction ou deux pour essayer de rehausser la dose de talent chez les Pingouins, je pense que finir top 3 dans la division, c'est toujours possible. Mais pour vrai, tu mets les Pingouins à côté de n'importe quelle autre équipe dans l'Est qui ferait les séries, surtout dans l'Atlantique. Je vois aucune série où les Pingouins sortiraient gagnants. Fait que, est-ce que c'est un peu, pas du gaspillage, mais est-ce qu'on met des efforts un peu dans le vide? Est-ce qu'on ne devrait pas juste mettre la dynamite et repartir ça sur une base intéressante? Je sais qu'ils ne le feront pas. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Crosby va finir sa carrière là. Malkin probablement aussi. Le temps aussi. Mais en même temps, c'est une lame à double tranchant. Je pense qu'on se nuit énormément avec ce thinking-là. Mais je peux comprendre la valeur sentimentale. Mais comme Marc Bergevin dit, en ce qui concerne Andrei Markov, si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien. Yep, ça va comment ça a fini, hein? Ouais. Bravo, Marc. Bravo, Marc. Donc, toi de ton côté, où tu vois les Pingouins l'année prochaine, est-ce que c'est un peu... faut qu'on finisse dans le top 3, mais je pense que ça va être vraiment difficile. Si on réussit à le faire, c'est parce que, honnêtement, des équipes comme les Blue Jackets, comme les Rangers, comme les Capitals n'ont pas réussi à faire de quoi de mieux que cette année. Mais je pense que ça va être difficile du côté des Pingouins. Honnêtement, il va falloir vraiment un dernier push. Il va falloir vraiment que les joueurs jouent. On a tellement de signatures, Max, à faire cet été. Je pense qu'Anthony Manta va rester aussi. Je pense que ça va être le fun pour lui, mais on a vraiment beaucoup de travail à faire du côté de Cardobus. On se transporte dans l'Ouest et on va commencer avec le gros dossier que je pense qu'on va discuter. Le bonbon. Les Oilers d'Edmonton, Stéphane. Ils se sont fait pointer la porte de sortie en 6 par les Ducks. Ça a fini en 6, mais ça n'a pas été joli tout au long de la série. Là, devant le filet et défensivement, ça a été une catastrophe. Là, je regardais ça, c'était mou. Puis les Ducks, c'est des gros joueurs, quand même, des joueurs physiques. Ils en ont profité, puis ils ont réussi là, à mettre la main sur cette série-là. Et évidemment, le premier nom qui sort de tout ça, c'est Connor McDavid, Stéphane, qui, lui, on se rappelle, a signé un contrat de 2 ans avec un même salaire que lors de son dernier contrat pour donner une chance aux Oilers de monter une équipe gagnante pour finalement accéder à la prochaine étape, parce qu'on évidemment on a perdu en finale lors des 2 dernières années. Donc, est-ce qu'on a fait ce qu'il faut pour aller de l'avant? Puis je pense qu'on s'est tiré dans le pied, surtout la transaction de Skinner et Jarry, que ça n'a pas vraiment bien viré au point pour 2 ans encore. Au point où ça a été Ingram qui a démarré la série.
on a finalement essayé de ramener Jarry là, vers la fin pour retourner les choses de côté, puis ça n'a pas marché du tout. Ça a été une catastrophe. Donc, les Oilers, est-ce qu'on assiste un peu à l'implosion de cette équipe-là et on va devoir dire adieu à notre cher Connor McDavid là, qui va probablement lever les feuilles éventuellement? Moi, je pense que Stan Bowman joue son poste. Je pense que si les Oilers veulent garder McDavid, puis honnêtement, Leon Draisaitl a parlé en point de presse, puis a dit que l'organisation devait faire mieux pour entourer le meilleur joueur au monde. Puis je suis d'accord avec lui. La seule chose positive que je vois des Oilers, Max, c'est qu'on a tellement de contrats sur des joueurs de 3e et 4e trio qui se terminent cette année. Le seul qui reste, là, c'est pas de Colzin, qui honnêtement fait bien, je pense, sur Oh, un c'est pas un 3e mauvais trio. joueur. C'est un très bon joueur. C'est un gars qui peut dropper la mitaine aussi, puis qui donne une coupe de taloche cette année que le monde a été surpris. Mais je pense que le seul point positif offensivement, c'est que Stan Bowman peut faire un reset sur son 3e, 4e trio en allant chercher des joueurs qui vont être prêts à jouer avec McDavid. Et le fait que le cap salarial augmente va aider. Oui, le contrat de Daniel Nurse fait mal encore, mais au moins, il est moins pire. Elcombe, à 35 ans, va gagner juste 4 millions pour 3 ans, descendre 2 millions. Et là, on a Jake Wallman à 7 millions pour les prochaines années. Est-ce qu'on va garder Connor Murphy? Est-ce qu'on va garder Ty Eberson? Est-ce que Spencer Stastny va rester aussi? Je pense pas non plus. Donc, honnêtement, du côté de Stan Bowman, la seule chose qui peut sauver son poste l'année prochaine, c'est qu'on peut restructurer la 3e, 4e ligne au complet pour aller chercher des joueurs d'impact qui vont pouvoir aider à la profondeur des Oilers. Ce qui manque le plus aux Oilers, c'est le fameux 10 à 12 minutes que Connor McDavid et Leon Draisaitl n'est pas sur le jeu. C'est tout. C'est ça qui manque sur un 3e, 4e trio. Et j'ai rien contre Jack Kroslovich, j'ai rien contre Jason Dickinson, j'ai rien contre Adam Emmerich, mais c'est pas des joueurs d'impact, c'est pas des gars qui ont fait des différences dans les dernières années. Et là, j'ai hâte de voir. Mathieu Savoie a connu quand même une bonne saison. Colton Dack a connu quand même une bonne fin de saison. C'est 2 joueurs qui sont à bas. Il va falloir rester Colton Dack cette année. Là, il y a RFA, mais ça reste des jeunes joueurs qui peuvent venir aider. Il ne coûtera pas cher. Donc, c'est tous des joueurs qui peuvent venir t'aider à reconstruire, je pense, ce noyau-là sur la 3e, 4e ligne. Et mon seul problème que j'ai, c'est devant le filet. Tu ne peux pas commencer la prochaine saison avec Tristan Jarry. Et honnêtement, à 5,375, tu viens de tirer dans le pied alors que Skinner avec les Pingouins n'a pas de contrat l'année prochaine. Tu as échangé Skinner un choix de 2e ronde en plus pour aller chercher Tristan Jarry. Tu donnes un choix de 2e ronde en plus et tu es pogné avec pour 2 autres années à 5,3 millions. C'est une catastrophe comme échange. Je suis encore surpris que Stan Bowman ne s'est pas fait mettre dehors depuis que les Carriers ont été éliminés. Ça me surprend déjà. Mais sa seule façon de se reprendre pour l'année prochaine, c'est d'aller chercher un 3e, 4e trio qui va aider à cette équipe-là. Et il faut absolument que tu commences la saison avec un autre gardien de but. Fait que tu vas payer probablement 5 millions pour 2 gardiens de but chaque, mais tu n'as pas le choix de commencer. Je pense pas que Connor Ingram est ta solution à court terme. Et Calvin Pickard, on oublie ça. Donc, il y a des gardiens de but qui vont être disponibles cet été. Il faut absolument que les Oilers aillent chercher un gardien de but qui va au moins jouer un 45 matchs ou un 40 matchs bon pour qu'au moins tu ne puisses pas mettre Tristan Jarry tout le temps dans les filets l'année prochaine. Tu ne peux pas. Il ne faut pas oublier que Jack Campbell a un dead cap de 2,6 millions l'année prochaine, le plus haut dans ses 5 années de rachat. Donc, en partant, là, tu as 8 millions sur ton gardien de but l'année prochaine que tu ne veux pas mettre dans le filet qui va être sur ton cap salarial. Donc, pour les Oilers, vivement l'augmentation du cap salarial l'année prochaine. Ça va vraiment leur faire du bien. Mais l'année prochaine, c'est la dernière saison, moi, je crois, pour cette organisation-là, pour démontrer à Connor McDavid qu'on est vraiment sérieux pour les prochaines années. Moi, j'ai hâte de voir comment on va remodeler tout ça parce que je comprends le point qu'il y a plein de contrats qui se terminent, mais tu ne signeras pas 8 gars sur le marché des joueurs autonomes. Il n'y en aura même pas 8 bons pour remplir ce que tu mentionnes. Je veux dire, le marché des joueurs autonomes, c'est tellement rendu surévalué, à mon avis. Là. Souvent, c'est là qu'on justement on donne des mauvais contrats et qu'on est pogné avec. Là. Mm-hmm. Puis est-ce qu'on va faire 6 transactions durant la saison 1 pour régler le problème? Pas sûr non plus. Fait que, tu sais, oui, il y a de la liberté, il y a du lousse, mais on va les prendre où, les gars? Parce qu'encore une fois, les Oilers, un peu comme le Lightning, on n'a pas grand-chose qui s'en vient. Le gros joueur qui s'en vient, de guillemets, c'est Isaac Howard, là, qui est le joueur de premier plan. Ben, je dirais premier plan. C'est quand même un fin de choix de première ronde. On ne sait même pas si ça va être un gars d'impact tant que ça, mais c'est le plus talentueux, mettons, du lot qui devrait s'en venir dans les prochaines années. Après ça, on n'a rien là, qui s'en vient de vraiment impressionnant. Puis même chose en défensive.
Puis devant le filet, ben évidemment, on n'a rien non plus. Fait que tu sais, c'est pas tes espoirs qui vont t'aider. Le marché des joueurs autonomes, tu peux peut-être en signer un ou deux. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire là, pour combler tout ça parce que j'ai comme l'impression que le visage des Oilers ne sera pas si différent que ça l'année prochaine parce qu'il n'y en aura pas 8 bons que tu vas signer sur le marché des joueurs autonomes. Oublie ça. Là. Non, mais t'en as une coupe que tu peux aller chercher. Tu sais, un Boone Jenner va être à re-signer. Est-ce que le Blue Jacket va le faire? Est-ce qu'un gars comme, je sais pas, mettons, Alex Stock, est-ce qu'il va être re-signé l'année prochaine avec Buffalo? Il va pouvoir gagner peut-être un petit peu moins. Est-ce que quelqu'un comme Mason Marchman avec le Blue Jackets, encore, c'est un autre joueur? Anthony Manta n'est pas signé avec les Penguins non plus. Donc, tu sais, oui, tu n'iras pas chercher une panoplie de joueurs qui peuvent t'aider, mais tu peux aller chercher peut-être un ou deux ou trois joueurs offensifs et défensifs qui vont t'aider. Là. On a quand même des bons UFA là, l'année prochaine. Mais ça reste que faut que tu viennes jouer à Edmonton. C'est pas tout le monde qui veut non plus. Non, c'est sûr. Puis je pense que le gardien de but, c'est la priorité même. Avant comme tu as dit, tu peux pas commencer la saison prochaine avec non, Jarry. 0, 0, 0, 0, 0. Impossible. Bref, l'année prochaine, où est-ce qu'on voit les Oilers? Écoute, je sais même pas si je les vois en série, Edmonton. Honnêtement, je veux dire, il y a des équipes qui vont faibles. Ils sont super faibles. Moi, je pense que oui. Là, je pense pas que les Oilers vont manquer des séries l'année prochaine. C'est pas une division qui est. T'sais, oui, les Sharks vont-tu être vraiment rendus l'année prochaine? Kraken, Seattle devrait être à la même place. Les Canucks sont là pour au moins 3 ans à reconstruire. Les Kings, avec la perte de tout ce qui s'en va, je pense pas qu'ils vont les faire l'année prochaine. Les Flames, on n'est pas rendus non plus. Non. Donc, tu sais, regarde ça. Il y a probablement Golden Knights, Vegas, Anaheim, puis peut-être les Sharks qui pourraient peut-être exploser l'année prochaine. Fait que tu as déjà 4 équipes. Là-dessus, tu finis top 3, tu es sûr de faire les séries. Donc, tu sais, je pense que c'est un peu la division faible de la Ligue nationale. C'est la chance que les Oilers ont eu. Puis de toute façon, ils l'ont dit, les Oilers. On était chanceux de jouer dans la division toute l'année. C'est pour ça que ça va être facile parce qu'on a fait les séries. Ça va être le même principe encore l'année prochaine. Donc, tu sais, moi, je pense que ça va être ça. Puis, sur le marché des joueurs autonomes, on a une coupe de gardiens de but l'année prochaine. Il va falloir vraiment être capable d'aller chercher. Puis, est-ce qu'on va aller re-signer Stuart Skinner du côté des Oilers après d'autres? Écoute, moi, je pense que je vais y aller de mon hot take de la fin de saison. Moi, je pense que San Jose finit en avant d'Edmonton l'année prochaine. Ah, ça se pourrait. Moi, je pense que j'y crois plus, les Oilers. J'y crois juste plus. Je veux dire, c'est la même cassette. Tu sais, oui, ils ont eu la finale de la Coupe Stanley 2 ans de suite, mais écoute, ça va pas s'améliorer cette équipe-là, honnêtement. Là. On continue à faire des gestes douteux. Comme tu as dit, Bowman, je comprends même pas qu'il est encore avec les Oilers. Il est en train de détruire cette équipe-là. Non, honnêtement, j'aime beaucoup. C'est peut-être que j'aime beaucoup San Jose aussi. Je sais que c'est une équipe qui manque d'expérience un peu, mais si on peut réussir à entourer, c'est un peu le même problème. Mais je pense qu'on a quand même une production intéressante secondaire du côté des Sharks. C'est juste que celle de Celebrity était tellement haute qu'après ça, les autres paraissaient un petit peu plus comme des pee-wee, entre guillemets. Mais tu sais, je veux dire, Will Smith est très bon. Sinon, même Wenberg qui a une saison intéressante. Les Eklund aussi. Il y a des joueurs qui sont capables de la mettre dedans aussi. Puis, si on peut resserrer un petit peu plus défensivement, puis Cascara peut être plus solide, moi, honnêtement, je vois San Jose dans Edmonton l'année prochaine. On le parle du gardien de but aussi, mais avec les Sharks, je pense. Donc oui, tu sais, mais moi, je pense que s'il y a une équipe dans les 6 qu'on a parlé aujourd'hui qui ont la chance de faire les séries avec une équipe qui doit être changée quasiment au complet, c'est les Oilers. Dossier à suivre, mais disons qu'être un partisan des Oilers, je commencerai à stresser un petit peu l'an prochain là, avec le dossier McDavid. Parce qu'évidemment, si Edmonton perd McDavid, là, ça va être la glissade, là, telle qu'une glissade en hiver à Valcartier. Là, ça va être long, puis ça va descendre longtemps, puis ça va être dur de remonter après par la suite là, rapidement. Je pense quand même qu'il va signer. Là. Moi, je pense que l'organisation puis Léon Draisaitl va tout faire pour qu'il signe. Là. Ah, ça c'est sûr, mais maintenant, si lui il juge que c'est pas la place pour gagner la coupe, lui à un moment donné, il a passé si proche plusieurs fois, là, et en bon québécois, c'est assez le niaisage, là, je vais aller la chercher. Là. Ah, 100%. 100%. Mais... Moi, je lance l'idée de même, mais à Montréal, c'est la seule place qui peut aller, je sais, tu le dire, c'est correct. Tu sais, imagine, là, t'as McDavid. Puis honnêtement, le jour où ça arrive, je vais être un partisan des Canadiens. Je vais m'acheter un chandail. Parce qu'il y a plein de contrats qui se terminent l'an prochain. Canadiens, la masse salariale augmente. Montréal, ça a marché le fun. Écoute, tu regardes les games à TV, puis c'est comme si c'était au Centre Bell. Hey, si Ken Hughes réussit à faire ce move-là, honnêtement, donnez-y 18 millions, je m'en fous. J'aimerais à Montréal. La pure magie.
Sinon, bon, une équipe que c'est peut-être moins inquiétant parce que je pense que c'est un peu un passage obligé, là, c'est-à-dire qu'il faut perdre pour apprendre à gagner. J'y croyais, par contre, j'espérais qu'il passe la Ouais, première ronde, mais le Mammoth de Utah qui s'est fait sortir en 6 par les Golden Knights. Les bons quelle vieux belle Golden équipe. Knights de Vegas. Très belle série, honnêtement. J'ai eu la chance de regarder quelques matchs. Là, puis c'est deux équipes qui étaient robustes à souhait, mais qui ont du Ah, talent aussi, de la vitesse. C'était vraiment du bon hockey. Évidemment, les vétérans de Vegas, c'est Mitch Marner qui, il faut se le dire, là, s'est levé en cette première ronde-là des séries et je dois faire mon mhm. meilleur coup de pas là-dessus. Mais là, on n'est pas là pour parler des équipes qui ont gagné. On parle des équipes qui ont perdu. C'est quoi la suite du côté de Utah? Ben écoute, je pense que c'est la progression naturelle. Là. Je pense que, comme on a dit, comme j'ai dit tantôt, faut perdre pour apprendre à Ah, ben gagner. oui. Puis là, je pense qu'on est rendu là. C'est un bon bagage d'expérience qu'on a réussi à mettre là, du côté de plusieurs joueurs, les Logan Cooley, les Dylan Mhm. Gunter, entre autres, qui sont Tim quand même Keller, très jeunes. qui est là depuis Clayton le Keller début, lui, là. aussi. Euh, fait que, je suis pas inquiet. Je pense que Utah va être encore dans la course l'année prochaine. Je pense pas qu'il y a de quoi de s'inquiéter pour les partisans là-bas. Là. Non, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, on a eu des belles surprises. Là. Je pense que Lawson Krause a connu des très bonnes séries du côté du Mammouth. On n'a pas de gros contrats de joueurs d'impact qui va se terminer. Là. C'est sûr qu'on a on a Kevin Sternlund, on a Michael Carcone, Keller Yamamoto, on a Kevin Rooney, Andrew Agosino. C'est pas des joueurs d'impact quand même. Donc, ça fera pas super mal. Défensivement, on est aussi là encore pour au moins un autre bon 2 ans. Le seul contrat qui va se terminer plus rapidement, c'est John Marino, qui est à 28 ans. C'est quand même un gars qui est remplaçable. Miguel Sagrachev puis Mackenzie Weegar. Honnêtement, Mackenzie Weegar à 6,2 millions, c'est un beau contrat. Même chose pour Sergachev à 8,5. C'est un beau contrat à long terme. Et cette équipe-là va être bonne à souhait pendant les prochaines saisons. Évidemment, le gros dossier, Logan Cooley va gagner 10 millions l'année prochaine. C'est quand même un très gros step. Là. On part de 1 million à 10. Fait que c'est sûr que ça va gruger sur la masse salariale du côté du Mammouth. Mais j'ai l'impression que cette équipe-là, comme tu dis, un passage obligé, besoin d'aller en arrière pour retourner par en avant. Et il reste à voir. Hein? Tu sais, Karel Liejmika a connu tellement une bonne saison devant le filet, mais il a été vraiment beaucoup utilisé. Est-ce qu'il va être capable de répéter la situation l'année prochaine? Parce qu'il n'y a pas vraiment de deuxième gardien là, du côté, malheureusement, du Mammouth. Là. Donc, tu sais, si on a peut-être un petit bémol à aller chercher du côté du Mammouth, ça va être vraiment ça. Un peu de profondeur pour vraiment alimenter cette organisation-là qui va être bon pour les prochaines années. Oui, puis contrairement à ce qu'on a dit pour plusieurs équipes tantôt, du côté de Utah, il y a des jeunes qui s'en viennent. Ah, Il y a une vraiment belle encore. formation là, mais TJ là n'est pas encore là. Caleb Son Desnoyers n'est pas Baudouin. encore là. Daniel Booth a eu a eu quelques Ouais. répétitions, mais là, tu vas l'avoir probablement temps plein l'année prochaine. En défensive, tu as Simachev, même chose, là, qui a fait ses débuts, mais qui a juste 21 ans, donc qui devrait progresser encore plus. Maverick Lamoureux, est-ce qu'il va se tailler une place avec l'équipe? Un défenseur format géant, on aime beaucoup ça, surtout Utah qui aime Mhm. ça avoir une grosse équipe là, à ce niveau-là. Fait que non, honnêtement, on a vraiment là, des jeunes joueurs intéressants. Il y a Cole Baudouin aussi. Cole Là. Cole Baudouin Baudouin, aussi, ça qui est va un être un autre joueur aussi. qui lui va plus être un employé de soutien, mais c'est un autre gros bonhomme qui peut jouer la carte de la robustesse, qui peut aussi obtenir une production offensive intéressante également, là, plus secondaire, mais ça en prend en série si tu veux aller loin. Il ne faut pas tout le temps que ce soit tes tops qui produisent. Souvent, Mhm. même, c'est la profondeur qui fait la différence là, à ce niveau-là. Fait que non, honnêtement, du côté de Utah, il y a encore des très belles années à venir. Ce n'est que le commencement, même, Une j'aurais envie de organisation. dire. Là. Ouais, ils font passer aux Canadiens, puis ils vont probablement être le Canadien dans une coupe d'années. Tu sais, les vieux contrats vont s'en aller, puis on va en faire encore venir des nouveaux joueurs. Tu sais, les Brandon Tanev à 34 vont rester pour 2 ans, mais on va avoir des joueurs d'impact qui vont entrer plus jeunes. Et là, on va vraiment gonfler le noyau alentour d'un Clayton Keller qui va être autour de 27, 29. Tu sais, il a 27 ans, mais il va être autour de 29, 30 ans. Et c'est vraiment là, avec sa resignature, lui, en 2022-2029, qu'on va vraiment alimenter ce noyau-là pour les prochaines années. Mais honnêtement, ils vont avoir un très bon top 9. Défensivement, un très bon top 4. Donc, super content de voir comment ça va. Et j'espère juste que Tourigny va rester là à long terme. Ça serait vraiment le fun pour lui. Là, Bill Armstrong est quand même bon. C'est un bon DG, puis il le démontre encore. Et maintenant, on s'attaque à la dernière équipe. Il nous reste environ là, une douzaine de minutes là, pour en parler. Euh, une équipe, bon, les Stars de Dallas, évidemment, c'était pas une commande facile en première ronde d'avoir Ah, l'Avalanche Colorado en partant. Mais Stéphane, j'ai envie de te dire, si tu veux remporter une Coupe Stanley, tu n'as pas le choix de battre les meilleurs à un certain moment.
que ce Mhm. soit première ronde, que ce soit finale de l'Ouest ou deuxième ronde. Et du côté des Stars, ben, on s'est planté en première ronde. L'année passée et l'année d'avant, on avait perdu en finale de conférence les 2 fois contre les Oilers Edmonton. Ouais. Euh, En fait, on a perdu 3 fois, là, 3 années en ligne en finale de conférence. Là, en 2022-2023, c'était les Golden Knights de Vegas. Fait que, tu sais, on a tout le temps des bonnes équipes du côté des Stars, mais on n'est pas capable d'aller à l'étape suivante. Puis là, cette année, ça a été vraiment plus tôt que prévu, là, en première ronde, évidemment. Mais tu sais, si t'es pogné pas là, si faut que tu battes les grosses équipes à un moment donné. C'est pas un parcours un peu comme les Hurricanes en ce moment, puis avoir pas envie de dire des balades dans le parc, parce que je veux dire, Ottawa a quand même offert une certaine opposition, même si c'était pas tout le temps joli. Les Mhm. Flyers, même chose, ce soir, ont fait une belle opposition, mais n'empêche que techniquement, les Hurricanes devraient se rendre en finale de l'Est assez aisément. Mais les Stars, on n'aura pas ce parcours-là avec les équipes dans l'Ouest qui sont quand même très fortes. Fait qu'il faut trouver un moyen de les battre, mais là, on ne réussit pas à le faire. Fait qu'est-ce qu'on fait du côté de Dallas? Là? Ben, ça va être une grosse été, je pense. Puis, tu sais, il y a des contrats le fun qui vont se terminer, comme Michael Bunting à 4,5. Mais Jamie Benn, à 36 ans, s'il y revient, ça soit peut-être qu'on va un autre million, mais je pense qu'il faut passer l'éponge du côté de Jimmy Benn. Je pense que Maverick Bourque va avoir une offre qualificative qui va être faite cet été. Il a connu quand même une bonne saison, surtout des bonnes séries et une bonne fin Oui. de saison, mais il doit en donner plus encore. Ça doit devenir un joueur de top 6 sûr. On a Arthuiri, là, ce qui va finalement décoller, là, beaucoup blessé. Et tu sais, on a été chercher gros avec Mikko Rantanen, mais pour moi, le gros dossier, c'est Jason Robertson. Tu sais, Robertson va demander quand même une grosse augmentation. Il va être aussi avec une offre qualificative cet été. Donc, ça ne sera pas évident. C'est une équipe, je te dirais, en deux temps. C'est une équipe qui est super le fun à avoir joué, qui a beaucoup de talent, qui joue gros, qui a l'air être unie. Mais on ne semble pas être capable d'aller à la deuxième étape. Puis je voyais les entrevues de Jake Oettinger qui parlait après les séries, puis il disait il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne réussis pas à réaliser mes rêves. Je n'ai pas gagné je ne suis pas gardien par table des Olympiques. Je ne gagne pas la Coupe Stanley, je n'ai pas gagné un Vizina. Oui, mais le grand, il faut que tu fasses les arrêts devant toi. Puis c'est un petit peu ça la problématique avec Ottager depuis une couple d'années. Ça fait 6 ans dans la Ligue nationale, puis on dirait qu'à chaque année, c'est le même discours qu'on a. Et l'année prochaine, on commence le contrat à Thomas Hurley à 10,5 millions. On a une bonne brigade défensive, mais il va falloir trouver meilleur. Moi, je pense que Tyler Mayer, dernière année à 1,5, c'est correct, mais il faut aller chercher, je pense, un défenseur plus haut. Est-ce que Liam Bichel va s'en venir comme qu'on veut, va venir prendre la place défensivement d'un top 4? Je leur souhaite. Mais là, Tyler Seguin, encore l'année prochaine, va être encore probablement sur le LTR à 9,5 millions. Je ne pense pas qu'il est prêt à revenir. Donc, on est un petit peu à la croisée des chemins du côté des Stars de Dallas. On a une bonne équipe. On est capable de faire du dommage en saison régulière, mais on n'est pas capable de passer à l'étape suivante. Puis, je pense pas que c'est le noyau le problème. Encore une fois, je pense que c'est la profondeur. On n'est pas capable d'avoir une troisième, quatrième ligne qui vraiment fait la différence offensivement. Donc, j'ai hâte de voir comment on va le faire. Je pense que le départ de Jamie Benn va faire pas mal, mais en même temps, c'est un nouveau leadership qui va embarquer. J'ai l'impression que ça pourrait être justement Robertson qui gagne ce C-là si tout va bien, mais on a une bonne équipe du côté des Stars. C'est juste qu'on est dans une division qui est tellement relevée avec tellement de bonnes équipes. Un peu comme le Canadien, mais le Canadien a quand même la chance d'avoir des équipes un petit peu comme eux autres. Là, du côté de Dallas, on a l'Avalanche, le Wild, qui sont toujours des équipes qui sont dominantes. Puis les Jets qui l'étaient avant. Les Jets, ça en été cette année, mais si les Jets réussissent à revenir à ce que l'équipe qui était avant, là, des 2-3 ans, c'est une équipe qui va être dure à battre aussi dans l'Ouest. Donc, c'est pas évident cette division-là du côté des Stars de Dallas. Mais comme tu dis, Max, tu dis tel un sage. Si tu veux gagner, il faut que tu battes les meilleures équipes. Il va falloir vraiment aller de ce côté-là, du côté des Stars. Parce que Jim Neal, c'est probablement un des meilleurs DG national. C'est pas un problème. Mais là, il va falloir vraiment qu'il se penche cet été à voir qu'est-ce qu'on va faire. On n'a pas vraiment de futur qui s'en vient non plus du côté du côté de l'organisation. Donc, Non, ben c'est ça que je m'en allais dire, honnêtement. Là, du côté des Stars, là, on a vraiment rien. Là. Tu as Emile Hemming qui est un choix de première ronde, mais c'est pas. Je pense pas que ça va être un gars d'impact tant que ça. Défensivement, c'est. pas grand-chose. C'est mince aussi. C'est une autre équipe qui a vraiment passé à court terme Ouais. versus le long terme, mais c'est ça qui est bizarre avec les Stars, c'est qu'ils ont vraiment pas de mauvaise formation. Mm. Mais on dirait qu'à chaque année, on trouve pas le moyen de. On l'a fait là, dans l'année de la bulle, là, qu'on s'est rendu Ouais.
en finale. On a perdu en 6 matchs contre le Lightning, mais depuis ça, on n'a pas réussi à remonter. Puis pourtant, les Stars, à chaque année, on les met parmi les favoris pour gagner la Coupe. On les met parmi les favoris pour être des prétendants. Mais on ne réussit pas à accéder à la prochaine étape. Mais la bonne nouvelle. Entre le Colorado et eux autres. Puis je ne veux pas te couper, Max, mais si tu regardes le Colorado, puis tu sais, offensivement, c'est deux équipes qui sont un top 6 incroyable. Mais le Colorado, on a peut-être la machine défensive que les Stars n'ont pas. Tu sais, Harley, Scannon et Lindell sont de bons défenseurs, mais on n'a pas le Kel McCarr, on n'a pas le Devon Taves, on n'a pas l'apport défensif. Je pense que les équipes de premier plan. Le Wild, la même chose. Avec Quinn Hughes qui est arrivé là, oubliez ça, ça va être complètement différent. Donc, je pense que c'est ça qui fait mal. C'est la défensive. On n'a pas la grosse vedette offensive qui fait des points et qui ne se fait pas traverser comme Evan Bouchard avec les Oilers. Là, écoute, Stéphane, il nous reste encore 6-7 minutes. Là. Je vais te poser une question pour clore le podcast et on pourra en discuter. J'aimerais que tu me dises, selon toi, avec les équipes qui restent, ça va être quoi ta prédiction pour la finale? Mais là, attends, il y a 2 volets. Je veux savoir, c'est quoi ta prédiction et ton souhait? Qu'est-ce que tu aimerais voir comme finale? Puis l'autre côté, qu'est-ce que tu penses avec ta tête plutôt là, que ça va arriver? Fait que je te laisse y aller avec la finale que tu penses que ça va arriver et la finale de ton cœur. Mon souhait, ça serait Colorado contre les Red Wings, mais les Red Wings ne sont pas partie des séries. Ouais, non, là, il faut que tu choisisses parmi les équipes qui sont encore là. Triche pas, là, Stéphane, triche pas. Écoute, c'est sûr que si je dis pas Montréal, je vais me faire lancer de la pierre. C'est correct, vas-y vraiment avec ton cœur. Honnêtement, j'aimerais ça que les Sabres de Buffalo passent en finale dans l'Est. Je pense que c'est une équipe qui est vraiment intéressante. J'aime l'histoire des Sabres. C'est tellement je sais pas comment dire, un film, on dirait que c'est pas réel encore. Il y a un documentaire à faire là-dessus pour vrai. Exactement. Il y a quelque chose qui s'est passé avec le congédiement de Kevin Adams puis la revenue de Kekalainen puis Lindy Ruff qui revient à Buffalo cette année. Puis là, on est tout explosé ensemble puis tout le monde a commencé à jouer gros. On a fait un remis-ménage. Tu sais, habituellement, on échange trop au période de transaction, Max, puis on se dit ça collera pas. Eux autres, ça a collé, ça n'a pas été long. Donc, je sais pas. Il y a un documentaire à faire là-dessus, c'est bon. J'aimerais ça voir, de mon cœur, j'aimerais ça voir Buffalo. J'aimerais ça voir Buffalo en finale. Et évidemment, moi, j'étais un partisan des Nordiques dans le temps. Donc, Colorado, pour moi, ça fait partie de la game. Mais je pense que Colorado, dans l'Ouest, ça va être quasiment le go-to. Là. Si Minnesota réussit à battre Colorado, il mérite la Coupe Stanley, selon moi. Mais de mon cœur, Buffalo, Colorado, j'aimerais ça voir ça. Mais j'ai l'impression que la Caroline va réussir à se faufiler cette année contre le Colorado, mais je prends quand même Colorado en finale là, pour gagner la Coupe Stanley. Ben écoute, oui. La finale de mon cœur est assez simple. Là. Attends. Là. Canadien, Colorado, que je l'ai des Nordiques, c'est ça que tu veux? Hey! Canadien, Avalanche, puis le 4-7, il faut que l'Avalanche mette leur chandail des Nordiques, les Canadiens. Imagine le marketing que tu pourrais faire avec ça, avec la Ligue. Honnêtement, c'est une mine d'or. Ouais. Mais comme Batman n'aime pas les équipes au Canada, je pense qu'il serait même pas capable d'en profiter de cette mine d'or-là. Mais ça, on met ça à 2. Si tu ramènes une équipe à la fin de la saison sans qu'on le sache à Québec, ça serait malade. Mais mettons, parce qu'évidemment, moi, c'était la réponse facile, le Canadien Avalanche. Mais mettons quand je mets ça de côté puis je vais avec un autre souhait. Je suis un peu dans la même place que toi. Je pense que Buffalo, Colorado, ça ferait une bonne série. Ça ferait une bonne finale. Puis je pense que c'est ça qui va arriver, Stéphane. Écoute, je le souhaite aux Sabres. Écoute, imagine-toi, tu n'as pas été en série depuis combien de temps du côté des Sabres? 14 ans. 14 ans, tu n'as pas gagné une série depuis combien de temps du côté de Buffalo? Ben, c'est pas ça, 14 ans. La dernière fois qu'ils ont fait. Il n'avait pas gagné une série, je pense. Il me semble que c'est 16 ou 17 ans. Je dis ça sans regarder, là. Mais tu te rendrais en finale de la Coupe Stanley à ta première fois que tu y vas depuis 14-15 ans. Écoute, c'est une belle organisation. Les fans sont incroyables à Buffalo, que ce soit au football, que ce soit au hockey, que ce soit à eux autres. Puis honnêtement, je suis content pour eux autres. Puis je me souviens encore des propos de Rasmus Dahlin qui dit quand le Canadien vient jouer à Buffalo, j'haïs ça parce qu'il y a plus de gilets rouges que de gilets de Buffalo. Et là, ça va être le contraire, je pense, dans cette série-là. Mais je serais content. Ça serait honnêtement, si Buffalo gagne la Coupe Stanley, là, c'est sûr qu'il y a un film là-dessus. Là.
C'est sûr Ben, qu'il y a un film. faut qu'il y en ait un, en C'est fait. sûr que Kevin Costner, c'est Kekalainen. C'est sûr que. Écoute, Brad Pitt va être là-dedans, c'est sûr. Brad Pitt va jouer Lindy Ruff. Il va jouer Lindy Ruff. Écoute, ça n'a aucun sens. C'est sûr que ça serait incroyable pour vrai, là, mais écoute, ça serait tout un scénario de film. Puis, tu sais, je vais clore avec ça, mais la raison pour laquelle on dirait que les Hurricanes, j'y crois pas, c'est que je trouve tellement que, justement, leur route est tracée. Ils n'ont pas vraiment d'adversité, si on veut. Ouais, t'as raison. Puis je pense que lorsqu'ils vont pogner un. Puis, tu sais, j'aime pas ça dire ça, parce que c'est comme si je manquais de respect aux Flyers et aux Sénateurs, mais tu sais, on s'entend qu'ils sont pas rendus là. Ben, peut-être les Sénateurs un petit peu plus, là, mais les Flyers n'étaient pas rendus là. C'est une surprise à la base. Mais lorsqu'ils vont pogner vraiment un club qui aspire aux grands honneurs, qui a un club. Un club de qualité, si on veut, de qualité A1. Lorsqu'on va croiser faire avec ces équipes-là, on va peut-être frapper un mur du côté des Hurricanes. Dire, oh, attends une minute, là, c'est pas la même chose. Là. Mais en même temps, les Hurricanes ont un bon club aussi. Là, je veux dire, ils peuvent très bien passer les sabres si les deux équipes s'affrontaient dans un 4-7. Mais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, si j'avais un 2$ à mettre sur une des deux équipes, je pense que je le mettrais sur Buffalo pour aller en finale. Moi aussi, 100%. Mais écoute, Stéphane, c'est ce qui met fin à cette édition du podcast de Hockey sur demande. Il ne reste plus grand club, là. Il en reste 8. Là. Il en reste 8. Il en reste 8. Donc, encore une fois, un gros merci de votre support dans tout ça. Si jamais vous appréciez notre podcast, eh bien, sachez qu'on fait aussi des lives. Là, dernier temps, on a un petit peu échappé, là, mais là, on en refait un justement ce soir au moment où on enregistre ce podcast-là. On en a fait un tout juste avant. Donc, si vous aimez le contenu bonus, allez voir notre chaîne YouTube Hockey sur demande. On fait tout le temps des lives d'environ d'une heure aussi. Là, vous pouvez commenter, jaser, tout ça avec nous et on répond à vos questions et tout ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir la page YouTube de Hockey sur demande pour plus de contenu. Puis sinon, Stéphane, encore une fois, je te dis un gros merci de ta collaboration. 2 podcasts avec une grande famille et tout ça, plein d'occupations. Tu trouves tout le temps quand même le temps d'accorder à tout ça. Donc, je l'apprécie beaucoup et je vais te souhaiter une bonne semaine de hockey parce qu'il y a des grosses séries qui s'en viennent. Colorado, Minnesota, ça va être du bonbon. C'est le seul temps de l'année qu'on va se coucher tard puis de dire le lendemain, tu peux être fatigué au travail, vaut la peine. Et voilà. Donc, encore une fois, merci de votre support et n'hésitez pas à partager aussi l'épisode en même temps si ça vous tente. N'hésitez vraiment pas. Et on va vous dire évidemment bonne semaine de hockey et à la semaine prochaine. À plus tout le monde. Bye tout le monde.